Débourser plus de 8 millions de dollars pour une flèche de carbone brute dépourvue de toit, même sous l'orage. Pourquoi cette vulnérabilité délibérée coûte-t-elle le prix de 3 appartements parisiens? Quelle folie justifie un tel tarif? Voici l'énigme de la Lamborghini Veneno Roadster. Pour comprendre cette valeur vertigineuse, il faut revenir là où la démesure est devenue la seule règle. Mais le véritable prix de ce chef-d'œuvre ne se révélera que lors d'une saisie judiciaire retentissante en Suisse. Décembre 2013. Le pont d'envol du porte-avions italien Cavour, fièrement amarré dans le port tentaculaire d'Abu Dhabi, brille sous une myriade de projecteurs aveuglants. La scène est surréaliste. Ce n'est pas un avion de chasse de dernière génération qui trône au centre de cette austère piste militaire, mais une silhouette aux arêtes si brutalement tranchantes qu'elle semble déchirer la nuit émirassie, même à l'arrêt total. Les dignitaires, les membres de la famille royale et les riches investisseurs, tous triés sur le volet, retiennent leur souffle dans un silence respectueux. Sous une épaisse bâche rouge, frappée du sceau du taureau doré, se cache la présentation officielle au Moyen-Orient de la Lamborghini Veneno Roadster. Une machine dont le prix de départ direct à la sortie de l'usine franchit la barre vertigineuse des 3 300 000 € hors taxes. Le choix d'un authentique navire de guerre pour dévoiler une simple automobile n'a strictement rien d'anodin dans cet univers. Il s'agit d'une démonstration de force absolue, d'une déclaration d'intention agressive. L'objet présenté ne s'excuse de rien, ni de sa forme, ni de son tarif outrancier. La célèbre manufacture automobile de Sant'Agata bolognaise célèbre précisément cette année-là son 50e anniversaire. Un demi-siècle de rivalité acharnée et passionnelle avec son illustre voisin au cheval cabré. 50 ans passés à cultiver minutieusement une réputation d'anticonformisme radical. Les membres de la direction estiment qu'ils doivent marquer cet événement par une création magistrale qui éclipserait instantanément tout ce qui roule sur la surface de la planète. L'entreprise aurait logiquement pu concevoir une élégante voiture commémorative, reprenant les lignes douces des classiques des années 60, un modèle de grand tourisme au charme nostalgique. Au lieu de céder à cette facilité historique, l'état-major a délibérément choisi de concevoir l'impensable, un prototype de course homologué pour circuler sur les routes publiques. L'œuvre est baptisée du nom d'un taureau de combat légendaire, tristement célèbre pour avoir mortellement blessé un torero lors d'une corrida andalouse en 1914. Veneno signifie littéralement « venin » dans la langue de Cervantes. L'intention marketing est féroce, positionnant immédiatement l'objet comme une entité venimeuse, dangereuse, et par conséquent irrépressiblement désirable pour une élite blasée par le luxe traditionnel. Cependant, une réalité technique particulièrement troublante se tapit sous cette carrosserie qui semble tout droit sortie d'un croquis de science-fiction dystopique. Sous les ailerons démesurés, les extracteurs géants et les multiples appendices aérodynamiques, le cœur mécanique de la bête reste fondamentalement le châssis monocoque en carbone et le moteur à 12 cylindres en V de la Lamborghini Aventador. L'Aventador est un modèle de série, certes prestigieux, mais dont le prix d'achat est alors 10 fois inférieur à celui réclamé pour la Veneno. Les motoristes ont simplement retouché la cartographie et l'échappement pour extraire une poignée de puissance supplémentaire, atteignant un total de 750 chevaux. La vitesse de pointe culmine officiellement à 355 km/h. Des performances prodigieuses, sans conteste, mais qui ne peuvent justifier, sur le seul plan des mathématiques et de l'ingénierie classique, un tel écart tarifaire stratosphérique. Le gouffre financier soulève un immense paradoxe. Les stratèges de la marque demandaient à des collectionneurs chevronnés d'accepter de paraffer un chèque de plusieurs millions d'euros pour une plateforme technique qu'ils pouvaient parfaitement acquérir, dans une concession parisienne ou genevoise, pour 1/10 de ce montant. Toute l'alchimie de cette valorisation reposait alors sur un équilibre extrêmement fragile entre la perception et la réalité. L'explication initiale de cet écart réside dans la transmutation totale de la matière première. La Veneno Roadster ne se vend absolument pas sur l'argument de sa motorisation, mais comme le laboratoire roulant le plus avancé en matière de matériaux composites. L'usine a poussé la manipulation de la fibre de carbone jusqu'à son paroxysme absolu, transformant chaque millimètre carré du véhicule. La carrosserie entière n'est pas dessinée pour flatter l'œil de l'observateur, mais pour contraindre le vent.
Les ingénieurs ont rigoureusement appliqué des préceptes dictés par l'aéronautique militaire. La partie avant fonctionne comme une immense aile portante inversée, dirigeant l'air avec violence pour écraser le train avant au sol. Les passages de roues, largement ouverts, extraient l'air à très haute pression pour réduire la traînée, tandis que l'immense aileron arrière, soutenu par une épine dorsale centrale, garantit un appui phénoménal dans les trajectoires rapides. Le processus de fabrication de ces pièces extérieures est d'une lenteur artisanale, nécessitant des moules uniques et des cuissons sous vide, ce qui propulse les coûts de production à des niveaux vertigineux. Mais l'obsession du carbone s'infiltre aussi dans les moindres recoins de l'habitacle. Les créateurs italiens introduisent un brevet mondial révolutionnaire avec le Carbon Skin. Il s'agit d'une résine spéciale qui rend la tresse de carbone parfaitement souple, permettant de tapisser les baquets et de draper le tableau de bord comme s'il s'agissait d'un vulgaire cuir bovin. Le poids de cette sculpture roulante tombe à seulement 1490 kg. Pourtant, la véritable réponse au paradoxe du prix ne réside pas dans le laboratoire de chimie, ni dans le tunnel de soufflerie. L'explication ultime touche à la psychologie même de l'ultra-richesse. Les dirigeants de la manufacture italienne ont magistralement assimilé le dogme suprême du luxe contemporain. La disponibilité est l'ennemi absolu du désir. Le prix inouï de la Veneno Roadster est la stricte monétisation de la frustration qu'elle engendre chez ceux qui ne peuvent l'avoir. La décision, irrévocable, fut prise de ne produire que 9 exemplaires numérotés de cette déclinaison décapotable, en plus des 3 coupés originaux. Pas une seule unité de plus ne sortirait des lignes d'assemblage. 9 véhicules seulement pour apaiser les appétits insatiables des milliardaires du monde entier. En versant ces millions d'euros, les acheteurs ne finançaient ni un moteur éprouvé, ni des brevets sur des résines inédites. Ils s'offraient l'ultime privilège, la certitude absolue de ne jamais croiser une réplique de leur acquisition lors d'un séjour sur la Riviera ou devant les palaces des Alpes suisses. Ils achetaient au prix fort une anomalie historique, un fragment non reproductible de l'histoire de la marque. La structure de base de l'Aventador s'est effacée, reléguée au rang de simple canevas, transfigurée par une rareté artificiellement orchestrée. Le venin de cette machine s'est ainsi métamorphosé en une aura d'intouchabilité, justifiant pleinement la naissance du mythe le plus onéreux de sa génération. Un violent orage estival éclate brusquement au-dessus des cimes des Alpes suisses, assombrissant le ciel en quelques instants. Les lourdes gouttes de pluie glaciale s'écrasent avec une intensité croissante sur le bitume parfait d'une route de col sinueuse. Au volant d'une machine coûtant plus de 3 millions d'euros, propulsée à une vitesse vertigineuse à travers ce paysage montagneux, le conducteur cherche frénétiquement une commande pour refermer l'habitacle. L'homme d'affaires, habitué au confort inébranlable de ses limousines lourdement blindées et de ses jets privés climatisés, réalise soudainement l'impossible. Il n'y a aucun bouton. Il fouille mentalement l'espace restreint du coffre avant, espérant se souvenir de la présence d'une modeste capote en toile de secours, d'un simple toit escamotable d'urgence. Il n'y en a pas non plus. La voiture offre son pilote et son passager aux caprices furieux du ciel, sans la moindre pitié ni alternative. L'habitacle se remplit de rafales de vent, l'eau s'infiltre sur les sièges baquets, et le vacarme infernal de la tempête se mêle au hurlement métallique de la mécanique. Une contradiction vertigineuse s'impose au cœur de cette cabine inondée. L'industrie automobile mondiale a passé un siècle entier à isoler méticuleusement l'aristocratie et la grande bourgeoisie des désagréments du monde extérieur, développant des vitrages acoustiques épais et des systèmes de climatisation d'une douceur absolue. Pourtant, des ingénieurs d'élite ont délibérément conçu un véhicule au tarif astronomique qui refuse catégoriquement d'offrir la protection la plus primitive de l'histoire humaine. L'existence même de cette vulnérabilité imposée, vendue à prix d'or, constitue un paradoxe technique et psychologique majeur. Pour saisir l'essence de cette décision radicale, il faut plonger dans la philosophie du bureau d'études responsable du projet. L'ablation totale du toit n'est nullement une erreur de conception ou une omission dictée par l'urgence du calendrier. Dans l'univers implacable de la très haute performance automobile, retirer la structure supérieure d'un véhicule représente un défi architectural colossal. Sans le pavillon rigide pour lier l'avant et l'arrière,
un châssis a naturellement tendance à se tordre sous les immenses contraintes physiques générées par les accélérations et les virages à haute vitesse. Pour compenser cette faiblesse structurelle inhérente, les constructeurs traditionnels ajoutent généralement de lourds renforts métalliques dans le plancher. Cependant, la logique de ce prototype refuse catégoriquement la moindre concession pondérale. La monocoque centrale en fibre de carbone, véritable joyau d'ingénierie cuit sous haute pression dans des fours autoclaves monumentaux, a été savamment renforcée au niveau des seuils de porte. Les techniciens ont orienté les tresses microscopiques de carbone dans des directions spécifiques pour garantir une rigidité torsionnelle absolue sans ajouter de poids superflu. Ce squelette noir et ténébreux, rigide comme le diamant le plus pur, permet à la voiture de supporter des forces latérales écrasantes sans jamais fléchir, rendant l'absence de toit structurellement invisible pour la dynamique du véhicule. Cette architecture à ciel ouvert s'inscrit au centre d'un ballet aérodynamique d'une complexité sans précédent. Le flux d'air, ce mur invisible contre lequel la matière bute violemment à très haute vitesse, est ici domestiqué, tranché et méthodiquement dirigé. La carrosserie entière n'a pas été dessinée pour séduire le regard, mais pour opérer comme un scalpel gigantesque. La partie avant en forme de pointe de flèche capte l'oxygène et le canalise avec brutalité à travers la structure. Au niveau du cockpit ouvert, le pare-brise extrêmement incliné et les déflecteurs latéraux spécifiques créent une subtile bulle de calme relatif, rejetant les turbulences majeures juste au-dessus des têtes des occupants. L'habitacle lui-même a dû être repensé pour affronter les éléments. Les ingénieurs ont introduit une innovation majeure, brevetée sous le nom de Carbon Skin. Au lieu d'utiliser des cuirs précieux, vulnérables à l'eau, ils ont développé un tissu de fibres de carbone imbibé d'une résine exclusive, extrêmement flexible. Ce matériau révolutionnaire tapisse les sièges et le tableau de bord, offrant une résistance totale aux intempéries, tout en réduisant drastiquement le poids de la garniture intérieure. Néanmoins, la véritable justification de ce cockpit dépouillé de toute couverture réside à quelques centimètres seulement de la nuque du pilote. Sous un immense capot arrière, percé d'ouïes d'aération acérées, palpite un moteur à 16 soupapes et 12 cylindres en V. Une architecture mécanique légendaire en voie d'extinction rapide. Ce bloc de 6,5 litres de cylindrée respire à plein poumon, totalement dépourvu de l'aide artificielle de turbocompresseur qui aurait immanquablement étouffé sa voix. Lorsque le conducteur écrase la pédale d'accélérateur, le régime moteur s'envole instantanément vers des sommets vertigineux, frôlant les 8500 tours par minute. Le son produit n'est pas un simple bruit d'échappement, c'est une véritable détonation continue, un hurlement primitif, métallique et viscéral qui déchire l'atmosphère. Dans un coupé hermétiquement fermé, ce rugissement magistral est irrémédiablement filtré, atténué par les épaisses vitres et les isolants phoniques. En supprimant définitivement le toit, les créateurs ont détruit la dernière barrière physique existant entre l'homme et l'explosion mécanique. Le hurlement du 12 cylindres résonne directement à l'air libre, frappant le tympan du conducteur avec une violence physique inouïe. Le manque absolu de protection météorologique et sonore prend alors tout son sens, apportant une réponse limpide au paradoxe initial de l'orage. Cette machine ne se conçoit aucunement comme un luxueux moyen de transport destiné à relier deux points géographiques dans le confort absolu. Elle a été pensée, dès les premières esquisses, comme un amplificateur sensoriel d'une pureté absolue et brutale. Les concepteurs italiens ont parfaitement assimilé une vérité fondamentale de la psychologie humaine. L'extrême richesse engendre très fréquemment un engourdissement des sens. Les acheteurs de ces objets possèdent tout, contrôlent chaque aspect de leur existence et vivent dans des environnements aseptisés où chaque désagrément mineur est immédiatement effacé par une dépense financière. L'inconfort assumé de cette automobile extravagante constitue précisément son luxe ultime. Le vent violent qui fouette le visage, l'odeur piquante de l'essence imbrûlée, les vibrations transmises directement dans la colonne vertébrale et la menace permanente d'une averse imprévue offrent une émotion brute, sauvage et totalement non filtrée. Les millions dépensés pour acquérir cette œuvre d'art sans toit achètent en réalité le droit exclusif de ressentir la vulnérabilité et l'euphorie d'une manière que l'argent ne permet généralement plus de connaître.
Le paradoxe de la pluie est magistralement résolu. La valeur inestimable de ce chef-d'œuvre réside fondamentalement dans ce qu'on lui a sciemment retiré, offrant au propriétaire blasé le frisson indicible et terrifiant de faire intimement corps avec les éléments et la mécanique en furie. Un téléphone sécurisé vibre discrètement sur le lourd bureau en acajou d'un grand industriel genevois, dont les fenêtres dominent les eaux froides du lac Léman. Au bout du fil, une voix familière s'exprimant avec un léger accent italien annonce l'improbable. L'interlocuteur, un haut dirigeant de la manufacture de Sant'Agata bolognaise, ne formule pas une proposition commerciale classique. Il offre un privilège rare et infiniment éphémère. Le milliardaire suisse est invité à transférer immédiatement la somme colossale de 3 300 000 € hors taxes sur un compte bancaire institutionnel. En échange de cette fortune étourdissante, il n'obtiendra pas les clés d'un véhicule, ni même une maquette à l'échelle précise pour orner son cabinet de travail. Il achète une simple promesse de fabrication, l'idée totalement abstraite d'une automobile qui n'existe pour l'instant que sous la forme de lignes de code dans les ordinateurs surpuissants du bureau d'études. L'homme d'affaires ne pourra réaliser aucun essai routier préalable, n'aura absolument pas le droit de débattre du tarif exigé et devra se soumettre docilement au long délai de production imposé par l'usine. Pourtant, l'accord tacite est conclu en moins de 3 minutes d'horloge. Une transaction vertigineuse s'achève sur une simple poignée de main virtuelle à travers le réseau téléphonique. L'acceptation immédiate de ces conditions dictatoriales, impensable pour n'importe quel acheteur ordinaire de biens de consommation courante, soulève une profonde et tenace interrogation. Qui sont véritablement ces individus, capables de débourser des sommes astronomiques à l'aveugle, et pourquoi la quasi-totalité de ces 9 chefs-d'œuvre mécaniques disparaît-elle totalement de la surface de la Terre quelques heures seulement après leur livraison officielle? Pour percer le grand mystère de cette évaporation volontaire, il faut d'abord analyser la stratégie de rareté mise en place par la direction italienne. Initialement, l'usine n'avait produit que 3 exemplaires fermés de la Veneno destinés à ses meilleurs clients. Face à la frustration colossale d'une clientèle mondiale extrêmement fortunée, habituée à toujours obtenir ce qu'elle exige, l'état-major décide de prolonger l'expérience en créant cette déclinaison décapotable. Le chiffre de production est fixé de manière irrévocable à 9 unités. Dans le monde impitoyable de la très haute horlogerie suisse ou de la haute couture parisienne, la demande ne crée pas systématiquement l'offre. Au contraire, le créateur orchestre minutieusement la pénurie pour exacerber le désir jusqu'à l'obsession. Il ne s'agit plus de vendre une automobile de sport, mais d'attribuer solennellement une allocation. Les concessionnaires traditionnels sont totalement exclus de ce processus de sélection impitoyable. Une liste secrète est dressée par la direction générale, recensant les collectionneurs les plus fidèles, les ambassadeurs silencieux de la marque, ceux qui possèdent déjà des dizaines de modèles historiques dans leur garage chauffé de la Côte d'Azur, de Paris ou des cantons suisses. L'entreprise choisit méticuleusement ses acheteurs, imposant un rapport de force inversé où le client infiniment riche doit prouver sa dignité, son lignage automobile, pour avoir le droit inespéré de dépenser son propre argent. Une fois la location confirmée par la haute direction, le futur propriétaire entre dans le sanctuaire du département de personnalisation de la marque, un service exclusif qui pousse le fétichisme du détail à son paroxysme. Ce programme permet une configuration infinie des éléments visibles et invisibles. Le client peut exiger une teinte de carrosserie strictement unique, formulée spécialement pour lui en s'inspirant de la couleur exacte de son jet privé ou des reflets d'une pierre précieuse issue de sa collection personnelle. Les artisans ajustent minutieusement l'orientation des fibres de carbone apparentes pour créer des motifs symétriques parfaits, une prouesse visuelle d'une complexité inouïe. Les coutures de l'habitacle exigent des centaines d'heures de travail manuel de la part des meilleurs selliers italiens. Si le premier exemplaire dévoilé publiquement arbore une robe spectaculaire, rouge étincelant, baptisée d'un nom de couleur exclusif, les 9 acheteurs optent très souvent pour des finitions beaucoup plus sombres, complexes ou déroutantes, transformant chaque châssis roulant en une œuvre d'art strictement individuelle. La livraison finale relève alors de l'opération militaire clandestine. Des camions banalisés et entièrement capitonnés, placés sous la protection d'une stricte escorte privée, acheminent discrètement les précieuses cargaisons au milieu de la nuit.
Le véhicule est déchargé à l'abri des regards indiscrets, généralement directement dans les rampes d'accès des sous-sols ultra sécurisés de vastes propriétés privées. C'est précisément à cet instant que s'accomplit le phénomène le plus fascinant lié à cette catégorie très fermée d'hypercars. La logique ostentatoire classique voudrait naturellement qu'un objet d'une telle extravagance visuelle, conçu délibérément pour attirer et captiver tous les regards, soit immédiatement exhibé sur les avenues les plus prestigieuses de la principauté de Monaco ou sur les Champs-Élysées. Or, c'est très exactement l'inverse qui se produit dans la réalité. La très grande majorité de ces 9 exemplaires s'évanouissent dans l'anonymat le plus total et le plus absolu. Ils sont engloutis par d'immenses chambres fortes climatisées, surveillées jour et nuit par des systèmes biométriques sophistiqués, souvent rangés aux côtés de toiles de maîtres inestimables ou de prestigieuses caves à vin. Ces automobiles terrifiantes ne connaîtront probablement jamais le frisson de l'asphalte brûlant sur un circuit. Leurs moteurs monumentaux à 12 cylindres resteront désespérément muets pendant des années, artificiellement maintenus en vie par de discrets mainteneurs de charge branchés sur les batteries. Leurs compteurs kilométriques figeront presque éternellement la très faible distance symbolique effectuée lors des tests réglementaires de sortie d'usine. La formidable machine de guerre devient une prisonnière dorée, une pure abstraction financière et une simple ligne d'inventaire patrimonial. Ce confinement volontaire et systématique apporte l'ultime clé de compréhension du comportement de ces 9 acheteurs élus. L'élite mondiale qui acquiert ce type de création mécanique n'éprouve aucunement le besoin psychologique de s'exposer aux regards curieux ou envieux de la foule. L'ostentation publique est aujourd'hui considérée comme une vulgarité comportementale réservée aux fortunes récentes en quête de validation sociale. La véritable puissance ne réside plus dans la monstration permanente de la richesse matérielle, mais dans l'exclusivité absolue et farouchement protégée de la possession intime. La Veneno Roadster transcende instantanément son statut de machine roulante pour devenir le passeport hautement sécurisé d'un club invisible, dont les membres ne se réunissent jamais physiquement, mais se reconnaissent silencieusement à travers les registres d'usine. Le fait même que le grand public ignore tout de la localisation géographique précise de ces 9 machines constitue leur valeur fondamentale sur le marché de l'art contemporain. En signant ce chèque astronomique sur un simple coup de téléphone genevois, le grand collectionneur n'achetait pas un vulgaire moyen de transport, ni même un outil d'intimidation sociale pour ses rivaux. Il s'offrait le droit exclusif de dominer personnellement un mythe automobile, d'enfermer un fragment explosif de l'histoire industrielle dans un coffre-fort de béton, avec la certitude intime et enivrante d'être l'un des 9 seuls êtres humains au monde à posséder la lourde clé de ce silence absolu. La boucle paradoxale du désir suprême se referme ainsi avec une élégance brutale. L'objet sculpté pour être le plus extraordinairement visible de sa génération quiert son ultime noblesse de sa parfaite et inébranlable invisibilité. Novembre 2016. Le calme feutré qui règne habituellement dans la zone fret ultra sécurisée de l'aéroport international de Genève-Cointrin est brutalement rompu par l'arrivée d'un imposant convoi d'investigateurs fédéraux suisses. Accompagnés de policiers lourdement équipés, les procureurs ne recherchent ni stupéfiants ni armes de contrebande. Leur cible se terre derrière les épaisses portes d'acier d'un bunker climatisé, un espace de stockage tarifé à prix d'or pour garantir un anonymat absolu. Les lourds battants s'écartent avec un grincement sourd, révélant une silhouette blanche aux arêtes acérées, tapie dans la pénombre comme un prédateur endormi. Il s'agit d'une authentique Lamborghini Veneno Roadster, parée d'une robe blanc-crème immaculée, l'un des 9 exemplaires au monde. L'instant qui suit fige une scène d'un contraste saisissant, presque irréel. Cette œuvre d'art mécanique, conçue pour fendre l'air à plus de 350 km/h, évaluée à plusieurs millions de francs suisses, est tissée sans aucun ménagement sur le plateau métallique d'une banale dépanneuse de fourrière. Les sangles d'arrimage d'un jaune criard, habituellement destiné aux berlines accidentées, enserrent violemment les immenses jantes en alliage léger, humiliant la majesté de l'objet. Ce spectacle déroutant soulève instantanément une énigme vertigineuse. Il faut absolument comprendre par quel mécanisme implacable l'ultime symbole de la puissance financière absolue a pu être brutalement arraché à son piédestal pour se retrouver réduit au misérable statut de simple pièce à conviction judiciaire.
Pour démêler les chevaux de cette spectaculaire confiscation helvétique, il convient d'examiner le pédigré très particulier du propriétaire de cette machine exubérante. Le commanditaire de ce châssis n'est autre que le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mang. L'homme est mondialement connu pour son appétit insatiable pour la démesure, menant un train de vie pharaonique qui tranche violemment avec l'extrême pauvreté de la majorité des citoyens de son pays d'origine. Les autorités judiciaires genevoises enquêtent minutieusement sur des flux financiers suspects et ouvrent une vaste procédure pénale pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intérêts publics. Dans le viseur de la justice se trouve l'ensemble du patrimoine occulte amassé par le dirigeant sur le sol du canton de Genève. La Veneno Roadster, malgré sa rareté légendaire et son pédigré de haute ingénierie, perd subitement son aura d'intouchabilité pour basculer dans le monde froid et méthodique de la procédure pénale. La dimension politique et juridique de l'affaire enveloppe la voiture d'une atmosphère de scandale international, modifiant profondément la perception de sa valeur. L'objet de désir absolu devient le symbole retentissant d'une corruption présumée, exposant au grand jour les dérives d'une richesse hors de tout contrôle. L'exemplaire confisqué à Genève est une pièce d'une importance historique capitale pour la manufacture italienne. Revêtu de la teinte spécifique nommée Bianco Isis, ce roadster se distingue radicalement par ses finitions personnalisées, exigées lors de la commande initiale. Le capot avant en forme de bec d'aigle, les immenses jupes latérales et le monumental aileron arrière, entièrement sculptés dans la fibre de carbone apparente, tranchent avec la blancheur virginale de la carrosserie principale. À l'intérieur, l'habitacle dépouillé de son toit laisse entrevoir une sellerie immaculée, soulignant une élégance inattendue pour une machine aux lignes d'ordinaire si agressives et sombres. Le compteur numérique du véhicule affiche un kilométrage dérisoire de quelques centaines de kilomètres seulement, confirmant que le venin de cette monture n'a pratiquement jamais été libéré sur l'asphalte. L'hypercar était littéralement emprisonné dans une léthargie luxueuse, conservé comme un lingot d'or composite. Mais le déplacement physique de ce joyau vers la fourrière cantonale représente un défi logistique majeur pour les forces de l'ordre. La garde au sol du véhicule se mesure en quelques millimètres. Les immenses appendices aérodynamiques, conçus pour canaliser l'air à des vitesses extrêmes, menacent de se fracasser misérablement contre les ridelles de la dépanneuse lors du chargement. L'opération nécessite une concentration extrême, illustrant le conflit saisissant entre la force brute de la loi et l'extrême fragilité de l'hyperluxe. Une fois déposée dans les hangars sécurisés de la police, la flèche italienne stationne misérablement aux côtés d'autres bolides extravagants confisqués lors de la même opération tentaculaire. L'immobilisation prolongée de la voiture sous les néons blafards du dépôt cantonal apporte la réponse finale au mystère de sa déchéance. Le mécanisme de la justice suisse opère avec une redoutable rationalité, totalement insensible à l'aura mythologique de l'objet. Les procureurs ne confisquent pas cette œuvre d'art automobile pour la détruire dans une presse hydraulique par vengeance morale. Dans les dossiers volumineux du ministère public, la fibre de carbone, les 12 cylindres en V et l'histoire centenaire du constructeur n'ont absolument aucune valeur romantique. La voiture est strictement reconsidérée comme un actif financier tangibilisé, le produit direct d'une infraction pénale, une somme d'argent illicite qui a pris la forme provisoire d'un prototype à 4 roues. La résolution de l'énigme judiciaire s'impose alors avec une clarté implacable. En saisissant cette machine hors du commun, l'État procède à une inversion totale de son processus de création. La rareté, l'exclusivité et la frustration, si minutieusement monétisées par les ingénieurs italiens, sont désormais confisquées par le droit international. La procédure aboutit à un accord extrajudiciaire inédit, ordonnant la liquidation totale de la flotte automobile de l'accusé. La Veneno Roadster n'est plus un trophée d'intimidation sociale, elle devient un outil de restitution. Sa destinée n'est plus d'orner un garage secret au bord du lac Léman, mais d'être convertie le plus froidement du monde en monnaie sonnante et trébuchante, afin de financer des programmes de développement social et de santé publique pour la population de la Guinée équatoriale. Par ce coup de force magistral, la justice transforme le symbole suprême de la vanité en un chèque de dédommagement, prouvant que même l'objet le plus inaccessible de la planète finit par retrouver sa vraie nature, celle d'une simple devise soumise à la loi. Septembre 2019.
Un lourd silence solennel enveloppe la vaste nef de l'abbaye de Bonmont, un édifice cistercien majestueux fondé au XIIe siècle, discrètement niché au cœur du canton de Vaud, en Suisse. L'atmosphère de ce lieu de culte n'a pourtant plus rien de monastique en cette fin de journée automnale. Sous les voûtes séculaires en pierre taillée, le célèbre commissaire-priseur de la maison de vente britannique Bonhams lève son marteau d'ébène avec une lenteur calculée et théâtrale. Devant lui, baigné par un faisceau de lumière d'une pureté chirurgicale, trône la sculpturale Lamborghini Veneno Roadster, drapée de sa teinte originelle blanc-crème. La machine vient tout juste d'être extirpée de son long purgatoire judiciaire genevois pour être présentée à l'élite mondiale. L'assemblée, composée des plus grands collectionneurs de la planète, de courtiers spécialisés et d'investisseurs agissant dans l'ombre, retient son souffle. Le paradoxe qui frappe cette scène monumentale s'avère absolu et saisissant. Dans les règles strictes du marché traditionnel de l'automobile, un véhicule confisqué par la police criminelle, traînant derrière lui un dossier accablant de corruption gouvernementale internationale et de blanchiment de capitaux, subit invariablement une décote foudroyante. L'odeur persistante du scandale effraie généralement la grande bourgeoisie acheteuse, désireuse de préserver une réputation immaculée. Une tension sourde plane alors au-dessus des carnets de chaque ouvert, la salle tout entière attendant de découvrir avec anxiété si ce lourd passif judiciaire et cette confiscation humiliante vont anéantir la cote de ce joyau de carbone brut, ou au contraire, la propulser vers des sommets jusqu'alors inexplorés. Pour anticiper la réaction capricieuse du marché face à cette équation financière complexe, il faut disséquer la nature même de cette vacation hors norme orchestrée par l'État de Genève. L'événement bénéficie du savoir-faire magistral de la maison Bonhams, une institution dont l'expertise dans la gestion et la valorisation des patrimoines d'exception n'a pas d'équivalent. Le cadre imposant de l'abbaye vaudoise offre aux spectateurs un contraste esthétique d'une violence presque poétique. Les pierres millénaires, patinées par les intempéries et le recueillement silencieux, servent d'écrin au pinacle absolu de la brutalité mécanique moderne, un missile de carbone conçu exclusivement pour fendre l'atmosphère terrestre avec une sauvagerie assumée. Les enchérisseurs physiquement présents dans la salle, ou discrètement connectés par le biais de dizaines de lignes téléphoniques cryptées depuis le continent asiatique, les Émirats du Moyen-Orient ou la côte ouest de l'Amérique du Nord, ne viennent absolument pas acquérir un simple moyen de locomotion performant. Ils évaluent une œuvre d'art cinétique contemporaine à l'aune d'un critère fondamental et obsédant sur le marché de l'hyperluxe, à savoir la provenance. Ce terme technique, initialement emprunté au marché des tableaux de maître, désigne l'historique complet et documenté des propriétaires successifs d'un objet rare. Dans ces cercles extrêmement restreints de la haute spéculation, une histoire limpide, indéniablement certifiée et par-dessus tout teintée de péripéties dramatiques impliquant la justice internationale, ajoute une épaisseur romanesque inestimable à la simple matérialité de l'ingénierie italienne. L'inspection technique minutieuse du véhicule, réalisée en amont par des experts indépendants avant l'ouverture officielle des enchères, révèle un tableau clinique proprement ahurissant qui vient brouiller encore davantage les pistes de son estimation financière initiale. Malgré ses péripéties judiciaires chaotiques et son remorquage forcé peu glorieux sur le tarmac de l'aéroport genevois, la machine de Sant'Agata bolognaise se présente dans un état de préservation strictement parfait. Le gigantesque bloc moteur atmosphérique à 12 cylindres n'a pratiquement jamais brûlé d'essence de manière prolongée, ni atteint ses températures de fonctionnement maximales. Le compteur kilométrique numérique de bord, scruté avec une obsession maladive par les spécialistes mandatés par la maison de vente aux enchères, affiche l'infime distance de 325 km. Les immenses pneumatiques enveloppant les jantes forgées en alliage léger portent encore les marquages colorés de la chaîne d'assemblage d'origine. La fameuse résine flexible révolutionnaire qui habille l'habitacle ouvert n'a subi ni l'usure impitoyable du temps, ni la moindre agression due aux éléments météorologiques suisses. Le futur acquéreur fortuné ne se retrouverait donc pas avec une banale automobile de seconde main au passé trouble et à la mécanique fatiguée. Il ferait au contraire l'acquisition inespérée d'une véritable capsule temporelle intacte, un objet gelé dans la perfection absolue de sa sortie des ateliers italiens, tout en portant fièrement le stigmate invisible, infiniment fascinant et massivement médiatisé,
de sa confiscation helvétique. Le duel qui s'amorce silencieusement dans la salle des ventes oppose ainsi la pureté technique virginale du véhicule à la noirceur captivante de son histoire juridique. L'enchère de départ résonne brusquement sous les voûtes de pierre glaciale, lançant immédiatement les hostilités financières à un rythme effréné qui coupe le souffle de l'assistance. Les bras se lèvent avec détermination. Les agents téléphoniques multilingues de la maison Bonhams murmurent frénétiquement dans leur combiné en couvrant leur bouche de la main, surenchérissant avec une froideur mathématique par paliers vertigineux de plusieurs centaines de milliers de francs suisses à la fois. Le prix d'adjudication, désignant le montant final acté par le commissaire-priseur avant l'ajout inévitable des très lourds frais d'achat et des taxes, grimpe inexorablement. Il franchit avec une facilité déconcertante la barre des 4 millions, pulvérise les 5 millions et continue sa folle ascension. La tension dramatique culmine véritablement lorsque les petits et moyens enchérisseurs abandonnent définitivement la bataille, épuisés financièrement, laissant deux ultimes manias anonymes s'affronter dans un silence extrêmement pesant, rompu uniquement par la voix claire et tranchante du maître de cérémonie britannique. Le coup de marteau décisif tombe enfin avec une résonance sourde et définitive contre le pupitre de bois. Le prix final exigé atteint le chiffre invraisemblable de 8 280 000 francs suisses, dépassant alors allègrement la contre-valeur de 8 millions de dollars américains. L'énigme posée en début de séance s'évapore instantanément sous l'aveuglante clarté de ce record mondial absolu et historique pour la célèbre marque au taureau. La provenance sulfureuse de l'objet, l'implication directe et publique de la justice pénale genevoise, ainsi que la saisie spectaculaire médiatisée dans le monde entier, n'ont absolument en rien entaché la noble aura de la machine. Mieux encore, ces éléments sombres ont majestueusement forgé sa légende indélébile. Les acheteurs ont unanimement considéré que ce lourd passif juridique conférait à la voiture un rare supplément d'âme, une histoire fascinante et tragique qui ne pourrait jamais être reproduite par l'usine. Le scandale international s'est ainsi métamorphosé en la patine suprême de la valeur spéculative. La résolution de cette épopée mécanique démontre de manière foudroyante que dans les hautes sphères de l'extrême opulence, le récit tragique ou rocambolesque qui enveloppe un objet finit inévitablement par valoir infiniment plus cher que les métaux précieux et les fibres de carbone qui composent sa chair. Notre longue et fascinante exploration des sommets vertigineux de la démesure automobile s'achève sur ce coup de marteau historique. Si cette plongée approfondie dans les coulisses secrètes de la grande richesse et de l'ingénierie absolue a su captiver votre esprit critique, je vous invite chaleureusement à soutenir ce travail documentaire en laissant une mention j'aime sous cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Vos encouragements nous permettent de poursuivre ces enquêtes exigeantes. À très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle page captivante de l'histoire de l'exception et du luxe absolu.